Aujourd'hui, le passant ordinaire qui passe devant la station de métro Charonne ignore la plupart du temps qu'il met ses pas dans un lieu qui fut le théâtre d'un des plus grands crimes d'État sur le territoire français après la Seconde Guerre mondiale. Il y a 60 ans, le 8 février 1962, 9 travailleurs syndiqués à la CGT, dont 8 étaient membres du Parti communiste français, étaient sauvagement assassinés par des brigades spéciales de police sur l'ordre de Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, et de Roger Frey, ministre de l'Intérieur du gouvernement du général de Gaulle. Ce crime n'a toujours pas été reconnu comme crime d'État. Pour comprendre Charonne, il faut resituer l'événement dans le contexte politique de l'époque et de la dernière année de la guerre d'Algérie. Le 21 avril 1961, c'est le coup de force des généraux Félon d'Alger. Ils menacent Paris. Ils seront cassés par la fermeté du général de Gaulle et mis en échec par la grève massive à l'appel de la CGT, toujours en première ligne contre les guerres coloniales et rejointe par d'autres syndicats. Échec des généraux Félon, dû également à l'initiative politique immédiatement du Parti communiste français, appelant les forces démocratiques à se manifester. En Algérie, les soldats du contingent refusent de suivre les officiers factieux. L'OAS, organisation raciste, fasciste de guerre civile, créée par le général Salan et sa clique, assassine les Algériens et des fonctionnaires d'État en Algérie. Auparavant, en France, le 31 mars, le maire d'Évian, Camille Blanc, était assassiné par l'OASS. Des négociations sont en cours avec le gouvernement français et le FLN algérien. Le 17 octobre 1961, à Paris, c'est l'horreur. Le massacre de centaines d'Algériens lors d'une manifestation pacifique organisée contre le couvre-feu imposé aux seuls Algériens. La scène charrie les corps des manifestants victimes de la répression policière. La fin de la guerre d'Algérie approche. L'affrontement politique est à son comble. L'OAS décide de transporter la guerre à Paris. Le 7 février 1962, 10 charges de plastique explosent au domicile de personnalités politiques, de journalistes comme André Wurmser, d'universitaires, d'écrivains comme Vladimir Posner, et Roger Vaillant, blessés tous les deux. Au domicile d'André Malraux, la bombe blesse cruellement au visage et aux yeux Delphine Renard, une petite fille de 4 ans qui jouait à la poupée sur le parvis des immeubles. L'émotion est immense. L'opinion ne supporte plus les attentats. L'écœurement l'emporte. Le soir même, la CGT appelle à faire échec au fascisme. Elle est rejointe par la CFTC, EFO, le SNI, la FEN, le Parti communiste français, le PSU, la jeunesse communiste, la jeunesse PSU, le mouvement de la paix, pour une manifestation pacifique le lendemain, 8 février à 18h30, place de la Bastille. Le mot d'ordre est clair, contre l'OAS et pour la paix en Algérie. À noter que le Parti socialiste et ses fillots ne s'est pas joint à cet appel. Le 8 février 1962, je manifeste avec 60 000 travailleurs parisiens. J'ai 25 ans, je suis rentré d'Algérie 1 an plus tôt, après 28 mois de service armé. Il y a plusieurs cortèges autour de la République interdite, de la Bastille interdite, pardon. Les charges de police sont extrêmement violentes, avec de longues matrailles en bois, appelées bidules. Les coups nous dispersent, il y a des blessés. En rentrant dans ma banlieue sud, je ne connaissais encore rien du drame. C'est par la radio que j'apprendrai qu'il y a eu des morts chez les manifestants au métro Charonne. Le 9 février, le journal L'Humanité est saisi pour la énième fois, ainsi que Libération. L'UMA paraît avec des blancs, des articles sont censurés par le pouvoir.
Le titre annonce 60 000 manifestants dans les rues de Paris, 7 morts, dont 3 femmes, des centaines de blessés. Très vite, des témoignages nous apprendront ce qui s'est produit boulevard Voltaire. André Tollet, de l'UDCGT, porté sur les épaules de 2 camarades, appelle à la dislocation de la manifestation. C'est alors qu'à rebours, les brigades spéciales d'intervention chargent avec une brutalité et une sauvagerie inouïes à la hauteur du métro Charonne. La volonté de tuer est évidente. Des centaines de manifestants sont sauvagement matraqués, jetés à terre, refoulés vers les escaliers du métro. Des policiers démontent une grille d'aération du métro et la projettent sur les manifestants. Ils envoient des grenades lacrymogènes dans la seconde entrée. C'est un véritable piège. On relèvera 8 morts et des centaines de blessés. La police avait reçu des consignes strictes de Papon. Cognez fort et faites refluer les manifestants. Il est hors de question qu'un seul d'entre eux mette les pieds à la Bastille. Un autre témoignage s'impose. Celui du docteur Vidal-Naquet, prononcé devant les juges lors de l'ignoble procès en diffamation intenté par Roger Frey, ministre de l'Intérieur. À 19h, le soir du 8 février, la polyclinique fut envahie de blessés. Cela m'a rappelé les plus mauvais souvenirs de la chirurgie de guerre. Les blessés saignaient très abondamment et la plupart étaient atteints au cuir chevelu. En général, de simples coups de matraque ne provoquent pas de plaies béantes avec l'os à nu, des plaies pour lesquelles il fallait 15 à 20 points de suture pour les refermer. Pour en arriver là, a-t-il fallu non seulement frapper violemment, mais être animé de la volonté de blesser gravement et même de tuer. De même, les multiples fractures par choc direct constatées, il fallait pour les provoquer être animé par une volonté plus cruelle que celle de réprimer une manifestation. Je garde de cette journée le souvenir le plus pénible de toute ma carrière. Le témoignage de cet éminent docteur établit bien la volonté de tuer du pouvoir. Le 12 février 1962, le ministre de Charles de Gaulle, Michel Debré, se rendra dans les locaux de la police parisienne pour lui apporter témoignage de sa confiance et de son admiration. Il félicitera Papon pour la façon dont il a su exécuter une mission souvent délicate et difficile. Le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, accusera pour sa part les communistes d'avoir mobilisé des groupes organisés, de véritables émeutiers armés de manches de pioche, de boulons, de morceaux de grille, de pavés dans ces événements. Malgré ces provocations abjectes, le sacrifice que représentaient les morts a résonné chez les militants syndicaux et politiques comme un appel à déployer plus de force pour arrêter les massacres. Charonne a créé un mouvement général de protestation et de colère contre les agissements de l'OAS, contre la violence policière, contre la guerre d'Algérie. La CGT, une nouvelle fois, est aux avant-postes. Un appel est lancé par les syndicats pour cesser le travail avec grève générale d'une heure et rassemblement le jour des obsèques des victimes. Le mardi 13 février, un cortège d'importance historique accompagne nos camarades de la Bourse du Travail jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Je me souviens, la foule est immense et occupe tout l'espace. Nous sommes 1 million à Paris. Le cortège avance dans un silence imposant. C'est bouleversant, impressionnant. Pas un mot, quelques murmures. Les gorges serrées, des larmes coulent sur les visages au passage des grands portraits portés en tête du cortège. Je me souviens du portrait de Daniel Ferry, un gamin aux yeux rieurs qui n'avait pas 16 ans. Le 18 mars 1962, il y a 60 ans, sont signés les accords d'Évian mettant un terme à la guerre d'Algérie. Le 19 mars, ce sera le cessez-le-feu et nous irons à la commémoration de cet événement samedi prochain
en pensant à nos camarades assassinés au métro Charonne. Qui étaient nos 9 camarades? Daniel Ferry, le plus jeune, n'avait pas 16 ans. Il était apprenti à la SRP, société qui assurait le routage de l'humanité. Anne Godot, 24 ans, employée PTT. Fanny De Werp, 31 ans, un enfant, secrétaire, famille dessinée par les nazis. Suzanne Martorell, 36 ans, 3 enfants, employée au routage de l'humanité. Raymond Ridgen, 44 ans, typographe. Édouard Marchand, 40 ans, artisan menuisier. Il venait d'entrer au service de vente de l'humanité. Jean-Pierre Bernard, 30 ans, 3 enfants, dessinateur à la direction des télécommunications, membre de la CE du syndicat des télécoms, secrétaire PCF du 15e arrondissement de Paris. Hippolyte Pina, 58 ans, maçon. Il avait quitté l'Italie fasciste dans les années 30, résistant durant la guerre 39-45. Maurice Pochard, 48 ans, 2 enfants, administrateur à la sécurité sociale. Il meurt après 2 mois et demi de souffrance. Tous étaient membres de la CGT et 8 membres du Parti communiste français. Ne les oublions pas et restons éveillés, camarades. Aujourd'hui, le négationnisme est un danger permanent pour la mémoire. Les nostalgiques de l'OAS et les forces fascistes se retrouvent dans les mouvances de l'extrême droite. Le combat continue. La CGT, le soir du 7 février 62, appelait à faire échec au fascisme. N'est-ce pas d'actualité? Comment ne pas dénoncer les collisions des politiques qui cautionnent l'érection de stèles à la gloire de l'OAS? Comment ne pas dénoncer cette guerre idéologique qui veut imposer dans les programmes scolaires la reconnaissance du rôle positif du colonialisme et de la présence française outre-mer? Comment ne pas être profondément révolté par les propos de Zemmour qui tente de réhabiliter Pétain et de fait de réhabiliter Papon, le collaborateur, secrétaire général de la préfecture de Gironde en 1942 et organisateur d'un convoi d'enfants juifs envoyés dans les camps d'extermination en Allemagne. La bête immonde n'est pas morte. Elle cherche à gagner du terrain à mesure que l'écho de l'histoire s'estompe. N'oublions jamais Charonne, qui reste une blessure toujours ouverte. Il faut que l'État reconnaisse son crime. La pire offense que l'on peut faire aux victimes, c'est l'oubli. Je vous remercie. Je demande maintenant à André et Josiane, qui étaient tous les deux à Charonne, il y en avait peut-être d'autres, de bien vouloir s'approcher pour le dépôt de gerbes. Merci. Donc, je vous demande maintenant de bien vouloir observer une minute.